Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors aujourd'hui, c'est reparti pour un nouvel épisode. Nous recevons à nouveau Madame Sylvia Serbin qui va donc nous édifier sur son chef-d'œuvre Reine d'Afrique, héroïne de la diaspora noire. C'est toujours un plaisir d'accueillir Madame Sylvia Serbin sur Parlons de livres. Bonjour à vous. Bonjour Madame Sylvia Serbin. Bonjour, Judith, et je suis vraiment très contente de vous retrouver avec ce livre qu'on attendait toutes, hein, cette réédition, cette nouvelle version de Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, hein, qui existe. Le livre existe depuis 18 ans déjà, il a été constamment réédité, et là j'ai voulu rajouter des personnages et mettre à jour certaines informations. Donc, c'est pour ça qu'il a été, pendant 2 ans, il était en rupture de stock. Et là, c'est la nouvelle version enfin. Et je suis contente de venir en parler avec vous pour votre public. Et oui, on l'a tellement attendu, hein? On a attendu, hein? Et là, quel plaisir. Dès que je l'ai reçu, je me suis tout de suite lancée dans la lecture. Mais qu'est-ce que c'est passionnant? C'est passionnant. Et vous savez tellement bien écrire, vous savez tellement compter. Il y a quelqu'un qui nous a déjà fait la remarque, qu'est-ce qu'elle sait narrer, elle sait compter cette dame. C'est une vraie conteuse. Et Mais là, c'est ce que j'ai voulu faire, excusez-moi, parce qu'en fait, certains de ces personnages, ils ont baigné mon enfance, hein, au Sénégal. À l'époque, on apprenait, les anciens nous apprenaient beaucoup notre propre histoire, les grands royaumes du passé, les grands personnages qui ont marqué cette histoire. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, et c'était vraiment une façon de transmettre. Et moi, en tant qu'historienne, au lieu de faire un ouvrage universitaire, académique, j'ai voulu m'adresser au grand public en me mettant dans la peau d'une conteuse, mais avec des éléments très précis, des dates, enfin, tous les éléments sont historiques, hein, donc vérifiés, sortis des archives, mais j'essaie de mettre ça à la portée d'un public le plus large possible. Donc, c'est pour ça que je raconte leur vie au quotidien, je les fais réfléchir sur certains défis à relever, voilà, et donc on a l'impression de participer à l'histoire, comme m'ont dit plusieurs lecteurs. c'est riche. C'est riche, écoutez, parce qu'il y a à peu près, il y a plus de 25, il y a plus de 25, Il y a 25 portraits de 25 personnages, oui, oui, ça. qui touchent une vingtaine de pays, 22 pays d'Afrique et de la diaspora noire, dont les États-Unis et les Antilles. Voilà. Super. Ben, avant d'en parler, Madame Serbin, je vous demande de vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Oui, bien sûr. Donc, je suis journaliste et historienne. Enfin, j'ai eu une longue carrière de journalisme dans des institutions internationales aussi, et historienne de formation. Et je suis née, j'ai grandi au Sénégal, j'ai vécu très longtemps en Côte d'Ivoire aussi, et j'ai eu la chance de voyager beaucoup à travers le continent africain, ce qui me permettait de recueillir des informations concernant les personnages que je traitais, ces personnages féminins, de recueillir sur place des informations et de les comparer à tout ce que je trouvais comme dans les sources écrites par d'autres, c'est-à-dire des sources européennes, des sources arabes, puisque la plupart des textes écrits sur notre histoire le sont par des gens extérieurs avec leur mentalité. Ce qui fait que ce livre est le premier à s'appuyer à la fois sur les traditions orales et sur les sources écrites, et donc ce qui donne ce caractère très vivant. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, j'habite en France maintenant, et voilà. Et donc, ah oui, et donc à part Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, je suis quand même très fière d'avoir décliné 2 autres personnages qui sont dans le livre, mais de façon beaucoup plus détaillée. Donc, il y a un, c'est sur l'Empire du Mali. Dans l'Empire du Mali, à l'époque de la reine Kassa, qui a vécu au XIVe siècle. Et le second, c'est Ndaté Yalambodj, une reine résistante sénégalaise au temps des invasions européennes. Ce qui me permettait de toucher à la fois un public plus large et aussi un public plus jeune, puisqu'il y a des illustrations, avec beaucoup plus de détails sur ces personnages qu'il n'en a que je l'en ai gardé pour Reine d'Afrique, qui est quand même un assez gros livre. Oui. De qui va-t-on parler pour commencer? Choisissez vos coups de cœur et puis je vous répondrai. Alors,
La reine Zinga, elle est intrigante, mais je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne de la reine Zinga. Ndate Yala, idem, il y a le livre sur elle. Oui. On va peut-être commencer par la reine de Madagascar, Rana Valona. Oui, Ranaval III. Donc, la reine Zinga, donc ancienne reine d'Angola qui a vécu au XVIIe siècle et qui est restée dans l'histoire même européenne, parce que je le précise, elle a résisté pendant près de 40 ans aux Portugais qui voulaient s'emparer de son royaume. Et elle a suscité énormément d'écrits déjà dès le XVIIe siècle, parce qu'à l'époque, on disait que les Noirs étaient inférieurs. Enfin, il y avait toutes sortes de clichés racistes sur l'Afrique. On était étonné de voir qu'une femme noire, une femme africaine puisse résister comme ça à une grande armée européenne. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Et maintenant, la reine Ranaval III de Madagascar, c'est un personnage très intéressant parce que dans toutes les archives françaises, vous verrez qu'on la présente comme une jeune femme timide, effacée, une espèce de poupée qui était sur le trône de Madagascar. Donc c'était la dernière reine, hein, parce que cette société matrilinéaire a connu des reines assez célèbres, dont la reine Ranaval Ière, qui était vraiment un chef terrible. Et donc, Ranaval III était très jeune hein, quand elle est arrivée sur le trône, hein, puisqu'elle avait une vingtaine d'années, et elle était mariée au Premier ministre qui était très puissant. Donc, les Français ont dressé d'elle l'image d'une femme totalement effacée et sans intérêt. Or, quand vous interrogez les gens à Madagascar, il ressort que cette femme était le ferment de la résistance contre la colonisation française à la fin du 19e siècle, au point que les Français l'ont exilée. Un jour, ils sont venus la chercher dans son palais, ils l'ont exilée en Algérie, et c'est là qu'elle est morte, donc après la Première Guerre mondiale, je crois vers 1917. Donc elle est morte là sans avoir revu son pays malgré ses demandes multiples. C'est dire que dans cette histoire qui est écrite sur nous, on a tendance aussi à raconter un peu n'importe quoi pour ne pas montrer qu'il y a eu contre les colonisations européennes sur le continent africain et dans la diaspora de vraies résistances. Ça, c'est totalement occulté, notamment par l'histoire coloniale française. Il y a eu de vraies résistances et donc la reine Ranaval fait partie de ces figures de résistantes qui ont marqué l'histoire de son pays. Oui, tout à fait. Un vrai parcours. Hein. Oui. Monter au trône à l'âge de 22 ans. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est quel parcours. Ah oui. Et Céreste, finalement, après ces demandes, c'est vrai qu'après ces demandes, ils n'ont jamais... Oui, donc c'est bien après, c'est des années après sa mort, je crois que c'est en 38, 1938. c'est C'est ça. ça, voilà, parce que quelquefois je me mélange dans mes dates. Vous l'avez En dit. 1938, donc plus de 20 ans après sa mort, que la France a autorisé le retour de ses cendres à Madagascar et elle a été enterrée dans le caveau royal qui accueillait donc les souverains malgaches. Et donc Et ça a donné lieu d'ailleurs à une procession populaire extraordinaire où tout le peuple pendant des jours est venu témoigner sa ferveur à cette reine tant aimée, alors qu'on la faisait passer vraiment pour un petit pantin, quoi. Ah là là. Alors, la mulâtresse solitude, c'est la première fois que j'en entends parler dans votre livre. Oui. Alors, comme je veux peut-être expliquer rapidement, ce livre présente 25 portraits de femmes donc, qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de leur pays. Malheureusement, les livres d'histoire n'en parlent pas. Donc, elles ne sont pas reconnues dans l'histoire dite universelle. Et c'est seulement les traditions orales qui continuent à perpétuer le souvenir et la mémoire de ces personnages. Or, il existe des archives écrites, mais il faut les mettre en parallèle pour arriver à redresser, à retracer tout un contexte. Donc, parmi ces femmes, il y a eu des reines qui ont vraiment dirigé leur pays.
parce que tous ces personnages sont présentés sous divers statuts. Il y a eu des femmes d'influence qui étaient dans les arènes du pouvoir, ou comme une grande commerçante du Nigeria au 19e siècle, qui était aussi une grande résistante, qui achetait des canons modernes pour l'armée de son pays, alors que c'était une personne privée, vous voyez. Il y a eu des résistantes à l'esclavage arabe, dont notamment les femmes d'Under au Sénégal, hein, dont je parle, à l'esclavage arabe pendant la traite saharienne, et des résistantes à l'esclavage de la traite transatlantique, l'esclavage européen. Et la mulâtresse Solitude fait partie de ces femmes qui ont rejoint les révoltes d'esclaves, de gens mis en esclavage pour retrouver leur liberté. Et pour cela, c'est en 1802, Napoléon Bonaparte étant arrivé au pouvoir en France, a décidé de rétablir l'esclavage dans les colonies françaises. Or, l'esclavage avait été aboli en 1794, donc 8 ans plus tôt, et tous ces gens qui avaient été mis dans les fers de l'esclavage, ils avaient retrouvé leur liberté. Certains avaient leur petite plantation, d'autres faisaient du petit commerce, des femmes étaient couturières, voilà, d'autres même enseignaient, puisqu'il y a eu certains qui ont appris à lire, qui étaient des petits instituteurs qui apprenaient à lire aux enfants, tout. Et du jour au lendemain, tous ces gens qui avaient retrouvé leur liberté et une autonomie, leur indépendance même matérielle, on décide de les remettre en esclavage. Donc en Guadeloupe, il y a eu une grande révolte en 1802, et à Haïti aussi, donc c'est ce qui a provoqué ensuite la révolution haïtienne, hein, c'est cette grande révolte contre le retour de l'esclavage dans les colonies françaises. Et donc cette femme qui était enceinte de 3 mois a rejoint donc tous ses compatriotes qui se sont révoltés, qui ont pris les armes contre les forces de Napoléon qui étaient venues sur l'île pour ramasser tous les Noirs et puis les redonner aux Blancs, aux propriétaires blancs qui n'avaient plus, qui se plaignaient de ne plus avoir de main-d'œuvre pour leur plantation. Et donc la répression a été très très forte, elle a été terrible, et tous ceux qui étaient pris donc étaient pendus ou brûlés vifs sur les places publiques. Et Solitude, cette jeune femme de 30 ans, enceinte, a été attrapée pendant la révolte. Et comme elle était enceinte, on n'a pas voulu que l'enfant qu'elle porte soit perdu pour un planteur, quoi. C'était des bras qui pouvaient servir, être exploités. On a attendu qu'elle accouche, et le lendemain de son accouchement, elle a été pendue. Donc, et c'est comme ça qu'elle est restée dans les mémoires comme un peu la représentante de toutes ces femmes qui ont participé aux résistances contre l'esclavage aux côtés de leurs compagnons. Il y a pas très longtemps, la Guadeloupe a décidé de lui rendre hommage. Il y a un sculpteur qui a fait une statue d'elle, de cette jeune femme enceinte, d'un air très décidé, et voilà, et qui est en Guadeloupe, qui a été faite en hommage à ce personnage. Ah oui. Ah oui. Parce que bien sûr, comme souvent, il y a des historiens français qui vous diront ça n'a jamais existé, c'est pas vrai. Or, dans les archives françaises même, on retrouve, et donc j'ai donné tout ce qu'ils disent sur elle, dans des archives françaises, on retrouve la trace de cette femme. Donc, tous les gens qui sont venus me dire oui, les historiens français disent qu'elle n'a jamais existé, c'est de l'imaginaire, mais tout, je dis non, pas du tout. Eux-mêmes, ils l'ont écrit. Vous n'avez peut-être pas accès à ces archives, mais elle a existé. Comme beaucoup d'autres femmes d'ailleurs dont on ne parle pas. Oui, oui. Kimpa Vita. Oui, alors elle est Kimpa Vita, c'est une jeune, parce qu'il y a eu des prophétesses aussi, et ces prophétesses ont eu un rôle particulier parce que vous savez, surtout dans certaines sociétés africaines, la spiritualité est très importante, donc, et souvent ce sont des femmes qui sont un peu le flambeau de cette spiritualité. Et donc, Kimpa Vita, au début du XVIIIe siècle, a mené un soulèvement populaire dans l'ancien royaume du Congo, qui était alors en voie d'occupation par les Portugais, parce que ils avaient découvert les immenses richesses de ce royaume.
Et donc ils avaient commencé à commercer. Évidemment, ils avaient développé, c'est là qu'ils se ravitaillaient en hommes, femmes et enfants pour en faire des esclaves, donc soit au Brésil, soit dans les Antilles. Donc, il y avait un commerce négrier très important avec le royaume de Congo. Et Kimpavita, donc, elle a dit qu'elle avait eu un songe et qu'elle avait rêvé que Saint-Antoine lui disait de prendre le chemin pour guider son peuple et le faire prendre conscience qu'il fallait chasser les Portugais qui voulaient la perte de leur royaume. Alors, ça a marché. C'était une jeune fille que rien n'avait prédisposée à occuper ce rôle, hein, parce qu'elle était très jeune, elle était chrétienne. Et bon, du jour au lendemain, il y a une force de caractère qui s'est dégagée de cette fille. Les gens l'écoutaient et elle a réussi à faire des marches de plus en plus importantes pour aller à la capitale et demander au roi de retrouver la grandeur du Congo et ne plus se laisser influencer par les Portugais. Évidemment, elle était dangereuse pour tous ces Portugais qui entouraient le roi et donc elle a été attrapée et elle a été brûlée vif sur le bûcher. Donc, comme l'Église catholique faisait à l'époque avec ceux qu'elle appelait hérétiques. Donc voilà, parce ils risquaient de détourner les gens contre les chrétiens qui leur demandaient de ne pas se révolter contre l'esclavage, la colonisation. Voilà, on les apprenait à être très dociles. Et elle, au contraire, elle essayait d'éveiller son peuple et elle a payé de sa vie pour ça. Et aujourd'hui encore, donc Kimpavita, elle avait créé une église locale, l'église des Antonins, et jusqu'à présent, elle a toujours une très très grande influence en Angola, dans le nord de l'Angola et en République centrafricaine et dans d'autres régions aussi où le culte de Kimpavita est resté très très fort. C'est vrai que j'ai entendu effectivement Kimpavita, Kimpavita. J'avais pas toute son histoire, c'est là dans le livre que je découvre l'histoire. Oui, on trouve au complet, voilà, tout ce qu'on pouvait trouver sur elle. Donc, j'ai synthétisé ça pour qu'on ait l'information la plus complète sur tous ces personnages. Oui, oui. Ah là là, mais vraiment des femmes fortes. En page 74, il y a quelque chose qui m'a quand même interpellée. On pense il y a ces a priori, voilà, l'Afrique, c'est vraiment le berceau de tout, hein, donc de l'humanité, des maladies, de la misère et tout ça. En page 73, vous écrivez un petit paragraphe. En 1708, alors que la guerre contre les Zoéménous entrait dans une phase décisive, c'est en page 73 quand on parle de la reine Tassine Gambé. Voilà, l'ancien Dahomey, l'ancien royaume du Dahomey, aujourd'hui le Bénin, oui. Donc, alors voilà, en 1708, alors que la guerre contre les Zoéménous entrait dans une phase décisive, une terrible épidémie de variole éclata dans la région. Cette maladie, jusqu'alors inconnue sur les rives du golfe du Bénin, avait été introduite par un groupe de Blancs contaminés depuis l'Europe et qui se trouvaient en visite de prospection commerciale dans les royaumes côtiers de Ouida et d'Alada. Oui. Finalement, c'est sens inverse, les a priori et les clichés qu'on donne, c'est l'Afrique, voilà. Oui, non, mais en plus, c'est pas seulement là, ça a été fréquent dans l'histoire, hein, parce que même quand les colons espagnols ou français sont arrivés dans les Caraïbes, les populations amérindiennes qui étaient les maîtres des lieux, qui se trouvaient depuis des générations et des générations sur toutes ces îles, sur tous ces territoires, beaucoup ont été décimés aussi par des maladies importées par ces navigateurs européens qui venaient soit d'Espagne, du Portugal ou de France ou voilà, ou d'Angleterre. Donc ça, c'est une donnée importante aussi qui affaiblissait les populations et dont peu de livres d'histoire vont parler, évidemment. Mais au Bénin, c'est bien documenté. Tout à fait. L'ancien Dahomey, oui.
on nous parle de ces colons qui vont en Afrique, qui tombent malades parce que, voilà, ils arrivent au Ce milieu sont des les Noirs qui les parce rendent malades. qui les rend malades, tout ça. En Ah lisant, non, non, mais mais c'est regarde, eux qui emmènent, ah ouais, ouais, qui la emmènent. variole, c'est bien ça. Leur institut Bien Pasteur, sûr, c'est de quoi ils ouais, ouais, parlent avec leur variole, finalement. bien sûr. On va terminer donc sur Saatchi Bartman, Oui. la Otonto, la La Hottentote, Vénus, celle qu'on a surnommée la Vénus Hottentote, oui. Hottentote. Ah. Elle, c'est vrai que j'ai lu Bartman, Oui. la Otonto, la La Hottentote, Vénus, celle qu'on a surnommée la Vénus Hottentote, oui. Hottentote. Ah. Elle, c'est vrai que j'avais lu son histoire déjà. Il y a même des petites vidéos sur Internet où on montre comment on l'exposait partout. Donc, Oui. dites-nous un petit peu qui elle est. On sait qu'elle était sud-africaine. Oui, donc Saatchi Bartman, Saatchi de son prénom et qu'on a appelé Saatchi Bartman ensuite, c'est une jeune Sud-Africaine qui a été enlevée de son pays par deux Anglais pour l'emmener à Londres. Et c'était l'époque où fleurissaient un certain nombre de préjugés racistes disant que les Noirs n'étaient pas des vrais êtres humains, c'était un chaînon manquant entre le singe et l'homme. Et donc, voilà, il fallait montrer des spécimens de noirs. Ça s'est appelé le racisme scientifique, où des scientifiques européens, beaucoup en France, en Allemagne, enfin bon, voilà, dans plusieurs pays avancés, entre guillemets, d'Europe, s'attelaient et s'acharnaient à démontrer que les Noirs étaient une race, puisque la notion de race aussi a été inventée dans ce contexte-là, une race inférieure. Et tout ça, ça permettait de justifier l'esclavage, de justifier la déportation des populations noires pour enrichir les colonies européennes du Nouveau Monde. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs aux grandes puissances européennes de s'enrichir et de dominer ensuite le monde, puisqu'ils faisaient travailler gratuitement des gens dans des plantations et ils ont développé comme ça des produits qui ont été consommés ailleurs en Europe et ça a permis de développer le capitalisme européen. Donc cette jeune femme a été enlevée et elle a été emmenée à Londres donc au 19e siècle et on a voulu l'exhiber puisqu'elle appartenait à l'ethnie des Khoikhoi en Afrique du Sud, et on l'appelait la Vénus Hottentote. Et il y a une théorie qui avait été créée disant que les femmes Hottentotes avaient donc un derrière bien rebondi, mais dans n'importe quel pays en Afrique, bon, nous les femmes, on peut avoir les fesses bien larges, mais ça ne choque personne. Mais surtout, ils avaient dit qu'elles avaient les parties génitales différentes et que ça descendait le long de la cuisse. Donc, imaginez un peu. Alors, ça a soulevé la curiosité de certains Européens. Il y en a qui ont même fait le voyage jusqu'en Afrique du Sud pour essayer de voir s'ils pouvaient soulever des jupes, des pagnes de femmes Hottentotes, enfin, du n'importe quoi. Et donc, elle a été emmenée à Londres, elle a été exposée comme un animal dans une cage à barreaux et les gens venaient. Et la mode à l'époque, chez les Européennes, c'était d'avoir des formes très plates, sans aspérité. Et elle était bien en forme et tout ça. Donc pour eux, c'était quelque chose de différent. Et donc elle a été comme ça exposée. Et à un moment, c'était aussi à l'époque où des mouvements à Londres, surtout anti-esclavagistes, commençaient à alerter les opinions publiques sur l'ignominie donc, de cette pratique. Et donc, ils ont demandé qu'on juge les deux blancs qu'il avait emmenés pour dire qu'elle était exploitée. Mais on l'a emmenée au tribunal, elle ne comprenait pas puisqu'elle parlait le hollandais, enfin sa langue natale plus le hollandais en Afrique du Sud. Et elle était complètement perdue et finalement, elle a dit non, qu'elle n'est pas maltraitée. Donc, et on se dit, des historiens sud-africains disent aussi que son maître avait dû la menacer aussi parce que toute seule, qu'est-ce qu'elle aurait fait dans cette ville? Bon, bref. Mais sachant le scandale que ça a provoqué, ils l'ont revendue à un montreur d'ours de n'importe quoi en France.
Et là, en France, on a continué à l'exposer parce qu'en France, ça ne gênait personne. En Angleterre, au moins, il y a eu des réactions de gens choqués, de Blancs qui étaient choqués de cet état de fait. Mais en France, non, elle a continué, son maître a continué à la prostituer, à l'exposer pour quelques shillings. Il y avait plein d'affiches, plein de caricatures d'elle. Et finalement, elle n'a survécu que 4 ans à force de mauvais traitements. Et puis, chaque fois, il la faisait boire quand elle essayait de se révolter ou de résister. Il la frappait ou il la faisait boire. Et elle n'a survécu que 4 ans à ce traitement ignoble. Et finalement, son corps, elle était à peine décédée dans des circonstances assez troubles. Et qu'on a envoyé son corps au musée de l'homme à l'époque. Et il y a un grand savant français, le professeur Cuvier, qui s'est mis à la découper pour démontrer dans ses théories que ses parties génitales, or, ce n'était pas du tout vrai. Donc voilà, et comme il ne pouvait pas prouver ça, il a dit oui, mais qu'elle ressemblait quand même à un singe, qu'elle avait les mêmes spécifications que les femelles singes, enfin du n'importe quoi. Et donc cette femme, elle est restée dans les caves de laboratoires, enfin musée de l'homme et je ne sais quoi d'autre en France, pendant des années. Et quand les Sud-Africains ont retrouvé leur indépendance en 1994, je crois avec Nelson Mandela, au pouvoir, ils ont lancé une grande campagne pour demander que les restes de cette femme qui a été martyrisée, parce qu'elle était très jeune en plus, soient ramenés en Afrique du Sud pour qu'elle ait droit à des funérailles chez elle et qu'elle retrouve sa dignité. Et la France, pendant plus de 10 ans, a refusé que les restes, je ne sais pas s'ils avaient honte ou bon voilà, ils disaient que ça faisait partie, ça faisait partie des objets scientifiques, voilà, de leur patrimoine. Et il y a eu un tel scandale, il y a eu, les Sud-Africains n'ont pas lâché prise, il y a eu tellement de mouvements de pression, donc ils ont fini par rendre ces restes à l'Afrique du Sud et ça a donné lieu à une grande cérémonie dans sa région qui a été médiatisée dans le monde entier. Voilà. Oh là là. Saartjie Baartman. Voilà. Quelle histoire, quelle histoire. Et vraiment, merci pour tous ces détails, parce que c'est vrai, comme je dis, je voyais passer de temps en temps des vidéos, on parle d'elle, on l'explique, mais là, ouais, c'est vraiment bien, bien expliqué, bien détaillé. On voit vraiment les recherches, franchement. Oui, c'est vrai que ça m'a pris une dizaine d'années de faire toutes ces recherches, hein, en plus de mes activités professionnelles. Mais c'était une vraie passion aussi, et donc voilà, je n'ai pas vu passer le temps. Ce livre est simple, simple en ce sens que n'importe qui peut le lire, parce que c'est écrit avec fluidité, mais il est majestueux. Le livre est majestueux parce que déjà, à travers vos écrits, vous êtes cette voix, en fait, qui s'élève pour briser un tabou, pour briser, si vous voulez, l'histoire, pour restaurer à ces femmes de l'Afrique ancienne, l'Afrique antique, comme on peut l'appeler, leur légitimité. Parce que c'est ça. Parce que des écrits comme ceux-là, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Vraiment, ce livre regroupe tout ce que les Africains ont besoin de savoir, tout ce que les Noirs, en général, ont besoin de savoir. Savoir que la femme africaine n'est pas cette poupée qu'on expose, voilà, les bonariens et les si. Vous savez, il y a une expression anglaise qui dit glass ceiling. Glass ceiling, pour eux, la femme africaine est dans un glass ceiling, c'est qu'elle est enfermée dans une cage en verre. Voilà, en verre, et c'est ce qui les empêche en fait d'arriver au sommet, de briller, voilà, de par elle-même, de faire des choses. Mais ça encore, c'est des clichés. Bien sûr, tout à fait. Oui. Alors, en lisant un livre comme celui-là, ben, c'est tout simplement un blow-up, on ouvre les yeux. Oui. Voilà, parce que ce livre démontre bien que les femmes noires ont toujours brillé
par leur charisme, par leur autorité, par leur bravoure, elles ont été toujours des combattantes. Oui, exactement, oui. C'est ce que je voulais montrer, c'est qu'elles ont toujours participé au combat de leur société, mais on ne met que les hommes en avant, même plus récemment dans les guerres de libération nationale en Angola, au Mozambique, au Cap-Vert et tout. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont participé au combat, qui étaient dans l'armée avec Amilcar Cabral, mais on ne parle toujours que des mentors, que des hommes leaders. Et toutes ces femmes, au sacrifice de leur vie, de mères, d'épouses, de femmes, elles ont rejoint des combats. Et je pensais que c'était important de leur rendre hommage afin que nos enfants aient quand même des références différentes que les héros qui sont toujours blancs éternellement, le plus intelligent, le plus fort, le plus protecteur, c'est toujours des modèles européens dans l'histoire, dans la littérature, dans la mythologie, dans tout. Or, dans nos sociétés, dans le passé de nos sociétés, les femmes aussi ont participé à la construction de ces sociétés, se sont battues pour les défendre, mais elles n'apparaissent nulle part. Donc, c'était important pour moi de montrer. Et comme vous le disiez, on ne le trouve nulle part parce que, effectivement, c'est le seul livre qui présente des femmes noires comme des femmes africaines comme actrices historiques. On n'en parle nulle part ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'était important de faire remonter ça et de le faire connaître d'un public le plus large possible. Oh, merci à vous, c'est fait et c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Donc, le livre est passionnant, il est inspirant, il est vraiment inspirant. Vous brisez, vous êtes une voix, par votre voix, à travers vos écrits, vous vous êtes élevé pour briser ce tabou, pour briser ces croyances négatives. Voilà. Et surtout, raviver la mémoire collective. Voilà, tout à fait, parce que c'est encore là qu'on se souvient de ces personnages qui se transmettent de génération en génération, mais malheureusement, il y a eu une coupure à un moment. Moi, je sais que dans mon enfance, nos anciens nous parlaient de toute cette histoire, mais les gens qui aujourd'hui ont 30 ans, pas du tout, même leurs parents n'ont pas eu accès à tout ça, voilà. Et donc, ils sont persuadés, comme on a voulu le faire croire, dans l'enseignement de l'histoire, que l'Afrique n'a rien apporté au monde, qu'ils étaient là juste pour servir les autres. Or, quand ils découvrent que l'héroïsme est universel, on peut en trouver chez les Indiens, chez les Noirs d'Afrique, pas seulement chez les Européens. Le courage, tout ça, ce sont des valeurs qu'on trouve partout. Et donc, du coup, ça leur permet de se voir différemment et d'apprécier leur identité différemment que l'image négative que l'Occident a toujours voulu dresser des Africains. Voilà. Exact. Écoutez, vous avez fait un travail mais vraiment formidable. C'est la raison pour laquelle, au début du livre, vous nous expliquez un petit peu, parce qu'on retrouve en fait une histoire dans ces histoires-là, parce que ce livre a quand même une histoire quand on lit. Donc, si vous voulez, en quelques mots, nous donner votre ressenti, parce qu'il faut lire, il faut que les lecteurs, les personnes qui nous regardent, lisent le livre. En fait, c'est toute une histoire autour de ce livre. Exactement, oui. Oui, oui. En fait, quand j'ai fait ce travail modestement pour moi en tant qu'historienne, c'était une façon pour moi de restituer à nos jeunes générations ce que moi j'avais appris et qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Donc voilà, j'avais fait un travail d'une dizaine d'années de recherche et le livre a eu énormément de succès à son arrivée dès qu'il est paru. Et malheureusement, j'ai compris après que comme il ne correspond pas à la vision coloniale de l'histoire africaine qui a toujours été enseignée et qui continue d'être enseignée dans nos pays en Afrique et dans les colonies et qui touche le monde noir en général, hein, hors États-Unis, hein, je parle donc puisque étant francophone, ça devait déranger des gens de voir qu'un chercheur noir puisse oser se réapproprier son histoire et qui venait démentir un peu cette image
qu'on a créé du noir dans un continent de sauvages où il ne se passait rien, voilà, toujours le noir totalement infériorisé. Or là, je montre des sociétés organisées, je montre des grands royaumes, je montre des hommes et des femmes qui se suffisent à eux-mêmes. Je montre que ce continent s'est suffi à lui-même pendant des milliers d'années avant que les Européens n'arrivent. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des gens vivants. Voilà, c'était tout à fait un continent qui tenait debout. Or, ce n'est pas du tout ce qui ressort dans ce qu'ils ont transmis ensuite. Et ce qui s'est passé, c'est que mon éditeur français, à l'époque, que j'ai changé, heureusement, et a autorisé, devant le succès du livre, a autorisé un de ses partenaires allemands qui voulait absolument faire une traduction, une version anglaise-allemande de ce livre. Il a vu le succès et tout. Et donc, tout ça, ça s'est fait dans mon dos. Je l'ai appris bien après. Et donc, il a fait sa version allemande et il s'est permis de transformer, de réécrire mon livre en gardant mon nom, le titre du livre et tout ce qui montrait des sociétés organisées, des gens qui travaillaient, qui avaient leur plantation, qui faisaient, voilà, qui se débrouillaient, qui montraient des grands personnages historiques. Tout ça, ils ont effacé. Ils ont enlevé, sur un livre, à l'époque, il faisait 300 pages, ils ont enlevé plus de 400 paragraphes. Et à la place, c'était des clichés sur des noirs cannibales, des choses que je n'avais jamais écrites, jamais. Donc, ils ont écrit du n'importe quoi pour montrer toujours ces représentations totalement négatives et infériorisées des Africains. Donc, moi, j'ai su ça parce que le livre a eu un très gros succès parmi la communauté blanche allemande. Et heureusement, il y a une communauté afro-germanique et parmi eux, beaucoup d'intellectuels. Quand l'ouvrage est sorti, ils ont été très choqués. Ils ont commencé à faire des articles en disant comment une historienne, une intellectuelle noire peut dénigrer ainsi l'histoire de l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai su que tout ce qui se passait. Donc, j'avais même été invitée en Autriche, à Vienne, pour une grande conférence. Et donc, j'ai dû m'expliquer. Et quand les gens ont compris que je n'y étais pour rien, ils ont fait un mouvement de boycott pour dénoncer les méthodes de l'éditeur allemand. Et moi, je n'avais de contrat qu'avec mon éditeur français. Donc, j'ai pris un avocat, je suis allée en justice parce qu'il existe des lois qui interdisent de changer même un mot ou une virgule d'une œuvre écrite sans l'accord de l'auteur, sans l'accord écrit de l'auteur. Et ça, tout ça, ça s'était fait sans mon accord. Au bout de 5 ans de procédure, la justice française a estimé qu'ils ont créé une jurisprudence discriminatoire en disant oh, comme c'est l'histoire de l'Afrique, on peut écrire ce qu'on veut, donc on n'a rien à reprocher aux éditeurs. Donc j'ai été déboutée comme ça. Et ça a été une expérience vraiment traumatisante, ce qui fait que même pour récupérer mon contrat d'édition avec l'éditeur français, parce qu'il gagnait beaucoup d'argent et il ne me reversait même pas mes droits d'auteur. C'est vous dire, voilà. Et la justice aussi, on avait demandé la résiliation du contrat d'édition. Les juges ont estimé non, donc ils pouvaient utiliser mon nom, mon travail, faire ce qu'ils voulaient, ne pas me payer et je n'avais plus de droits sur mon livre. Et il a fallu une institution en France qui s'appelle la Société des gens de lettres, qui a fait pression et qui m'a permis, des années après le jugement, et qui m'a permis de retrouver mon contrat, ce qui fait que j'ai pu prendre un nouvel éditeur et relancer Reine d'Afrique. Et je me suis battue, mais ça a été traumatisant parce qu'en plus j'avais des menaces que si j'osais parler de ça, qu'on allait m'arracher ma maison, qu'on allait me mettre des amendes tellement énormes. Voilà, c'était vraiment traumatisant. Et je me suis battue parce que je me suis dit que demain, si d'autres auteurs africains ou noirs écrivent et que ça ne leur plaît pas, ils ont toutes sortes de moyens de pression contre les lois qui existent pour nous museler. Et ça, je me suis battue autant que j'ai pu. Et Dieu merci, une fois que ça a été... cette histoire a fait scandale parce qu'il y a un journaliste qui est venu des États-Unis, justement, il avait adoré Reine d'Afrique, il était venu spécialement pour m'interviewer à Paris,
Et le jour où il m'a rencontré, donc il est venu chez moi, je venais d'apprendre le jugement français qui me dégoûtait. Donc j'étais très mal et je lui ai raconté. Il m'a dit, ah non, madame, on ne peut pas laisser ça comme ça. Je vais faire une vidéo, vous allez raconter ce qui se passe. J'ai dit non, j'hésitais, j'avais peur des pressions. Il m'a dit non, non, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, le monde ne peut pas rester ignorant de choses comme ça. Et donc, il a fait cette vidéo qui a circulé dans le monde entier. Même d'Australie, je recevais des messages de soutien. Et donc, du coup, ça a soulevé un tollé. On a vu comment, parce que dans les pays anglo-saxons, on ne persécute pas comme ça les auteurs ou les chercheurs qui prétendent retravailler sur l'histoire de leur pays ou, voilà, ou sur leur culture ou sur leur passé. C'est en France. Donc voilà, pour eux, on n'a pas à savoir. Ils ont décidé qu'on était des inférieurs et des sauvages et on doit se contenter de ça. Donc quand cette vidéo a circulé dans le monde entier, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à me laisser un peu en paix parce qu'évidemment, ça mettait à jour une image plus reluisante de la France, de la recherche. Et voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, rapidement, même si je suis un peu longue, rapidement retracer cette histoire qui a été vraiment très, très difficile à vivre, hein, parce qu'évidemment, j'étais seule et je n'étais pas préparée à affronter tout ça, quoi. Mais bon. C'est incroyable. Ouais, On lit voilà. ça, mais ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que… Il devient un pays de droit. Voilà, et on m'a dit, madame, parce que plusieurs personnes m'ont dit, il faut que je fasse un petit livre pour raconter ce combat. Et le nouvel éditeur m'a dit, mais si vous voulez, vous pouvez le mettre en avant, voilà, dans ce livre. Comme ça, ceux qui lisent ce travail savent par quoi je suis passée pour qu'ils l'aient en main. Voilà. Ça donne encore plus de valeur au livre. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Vraiment Donc, courage, c'est voilà. vraiment courage, courage. On croise les doigts, voilà, que Reine d'Afrique vive éternellement, éternellement. Merci. Et maintenant, mon combat, c'est de trouver un éditeur anglophone pour pouvoir lancer une traduction anglaise parce qu'on me réclame partout, partout dans le monde de sortir une version anglaise de Reine d'Afrique, mais c'est pas facile d'accrocher une Mais maison chacun à notre niveau, on va essayer de faire ça. Voilà, donc l'appel est lancé. Oui, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment super et c'est une renaissance pour Reine d'Afrique. Oui, tout à fait, tout à Renaissance. fait. C'est vraiment une renaissance. Voilà. Oui. Alors, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on se procure Reine d'Afrique parce que vous savez, vous dites la couverture orange, Oui, Amazon, partout on trouvait ça hein, et je ne vous dis pas à mais quel très prix, cher. Oui, oui. très En fait, cher. ce qui s'est passé, comme le livre a été en rupture de stock, déjà entre les deux éditeurs, entre le précédent et le nouveau, il y a eu à peu près 2 ans où donc on ne pouvait pas sortir le livre tout de suite. Et il y a des gens qui vendaient leur ancien exemplaire qu'ils avaient. 150, Et j'ai vu jusqu'à 3 000 €. J'ai fait des captures 600 d'écran. dollars. Il y en a qui vendaient 600 €, il y en a, et je sais qu'il y a un universitaire américain qui m'a dit qu'il en avait besoin, il a dû l'acheter dans les 300 € alors que le livre coûtait à l'époque 18 €. Vous voyez, et il y a des gens qui pensaient que c'est nous qui essayons je dis non, j'ai fait plusieurs messages sur mes réseaux sociaux pour dire n'achetez pas le livre à ce prix-là. Ce sont des gens qui essaient de spéculer parce qu'il n'est pas disponible. Et donc, en attendant que cette dernière version sorte, récemment encore, il y a des gens qui vendaient à 200, 250, 150 € l'ouvrage, alors qu'il coûte 28 € là maintenant. Donc, c'est pour ça, je dis aux gens, donc, il faut être un peu patient. Et maintenant, pour le trouver, pour l'instant, il y a plusieurs sites. Il y a le site de l'éditeur, c'est la librairie Tamri à Paris, hein, qu'on peut trouver sur Internet. Ou si vous tapez Reine d'Afrique. On mettra le Voilà. livre. Voilà. Il y a sur l'Amérique du Nord, je crois, AB Book, sur Canada, États-Unis. C'est une plateforme aussi qui vend beaucoup sur, sur l'Amérique du Nord. Donc, ça s'appelle AB Books. Donc, je pourrais vous l'envoyer aussi. Autrement, il y a plusieurs sites et librairies qui commencent à s'y intéresser, hein. Donc, voilà. Le problème, c'est surtout en Afrique où les libraires préfèrent vendre des livres de développement personnel plutôt que des livres qui concernent notre histoire. Donc, c'est difficile
Mais un autre de combat. les intéresser, voilà, de les intéresser. Mais sinon, pour tous les gens qui sont en Occident, c'est très facile donc, il coûte 28 euros et puis il y a les frais de transport, mais bon, voilà. Bon, oui, oui, oui. L'Afrique, vraiment, c'est un autre combat, ça, pour rentrer les livres. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez tout. Et on tient quand même à préciser, faites attention, voici la nouvelle version, c'est bien parce que Oui, 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 c'est bleu, oui, oui, c'est plus tout orange. voilà. L'ancienne version, c'est ça la nouvelle version, donc vous n'avez aucun risque de vous tromper. C'est ça. Voilà, c'est ça. Si on trouve de l'orange, c'est que des anciens qui vendent leur ancien. Mhm. Voilà, parce qu'il n'y en avait plus du tout, il était totalement en rupture de stock. Donc, voilà. Exact. Au moins, prenez ça, c'est réactualisé. Vraiment un grand merci. Un grand merci à C'est moi qui vous remercie parce que c'est un combat dans lequel vous. nous sommes tout engagés et c'est bien d'avoir des retours aussi positifs. Pour nous, c'est encourageant de voir qu'on ne s'est pas trompé et que les informations qu'on apporte, malgré tous les risques pris, sont bien accueillies et que ça peut être utile aussi à des gens. Je crois que même pour notre identité, c'est important de savoir d'où l'on vient. C'est Exact. très important. Exact. Voilà. OK. Merci de l'accueil fait à nos reines d'Afrique. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. On a plaisir à vous écouter. Vous savez tellement bien expliquer. On sent que vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez, c'est vraiment votre domaine et c'est toujours un plaisir de vous écouter parce que c'est clairement expliqué. C'est écrit de façon limpide. Donc, c'est Merci toujours un beaucoup. plaisir. Vraiment, merci. Un grand merci à vous. On À se dit à très bientôt. Au bientôt. À revoir. très bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter avec grand intérêt Madame Sylvia Serbin, mais vraiment, on a toujours un plaisir à l'écouter. On sent la passion qu'elle a dans ce qu'elle fait. Elle a passé des années à faire des recherches, donc elle a pu effectivement acquérir toutes ces informations et puis nous les transmettre, les partager avec nous, ce qui est très très important. Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora, c'est un livre, je le répète, majestueux. Il est passionnant, il est inspirant parce que c'est une voix qui s'élève effectivement pour briser les clichés, que l'on a par rapport à la femme africaine qui est juste bonne pour la cuisine, qui est juste bonne pour faire les enfants. Eh bien non, on découvre effectivement que la femme africaine a toujours été une combattante, et qu'elle a toujours pris part, elle a toujours eu un rôle dans la société, dans sa communauté. C'est une bonne école. Pour moi, en écoutant ces dames, je suis vraiment à la bonne école. Découvrez ce livre et elle parle aussi de ce combat qu'elle a eu par rapport à la publication de ce livre. Vous le procurez à la librairie Tamiri à Paris et vous trouverez d'autres sites qu'elle a énumérés. Voilà, mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livres, n'oubliez pas, encouragez-nous, abonnez-vous, mettez le pouce, partagez et commentez. On aimerait vous entendre, donc n'hésitez pas, laissez vos commentaires, partagez. On se dit à très bientôt.